Donc, j'avais décrit la semaine dernière des expériences qui insistent sur l'aspect corpusculaire du champ électromagnétique. J'ai montré comment on pouvait compter des photons sans les détruire dans une boîte, dans une cavité, un peu comme on compterait des billes dans une boîte. Et je vous ai montré aussi qu'on pouvait maintenir donc, ce nombre de particules constant dans la boîte en appliquant des méthodes de rétroaction quantique, du quantum feedback. Ces expériences ne disent rien sur l'aspect ondulatoire du champ, en particulier sur les propriétés de phase, de cohérence classique du champ électromagnétique, celles qui sont importantes pour décrire par exemple les phénomènes d'interférence classique. Aujourd'hui, je vais m'attacher à décrire des expériences d'électrodynamique en cavité qui, au contraire, font jouer un rôle important à la phase du champ électromagnétique. Je vais montrer qu'on peut, à l'aide d'un seul atome, manipuler la phase d'un champ cohérent et transformer ce champ cohérent en une superposition de deux champs cohérents de phases différentes, ce qu'on appelle traditionnellement en optique quantique des états type chat de Schrödinger, des états qui sont à la fois dans deux états classiques de phases différentes. Et je vais vous montrer que donc, un atome est suffisant pour préparer ces états et qu'un deuxième atome qui traverse la cavité après un délai est suffisant pour sonder cet état et vérifier si oui ou non il existe une cohérence quantique entre les deux composantes. Et en variant le délai entre le premier et le deuxième atome, on réalise ainsi une étude du phénomène de décohérence, la façon dont la cohérence quantique se perd. Donc je voudrais parler un petit peu de cela aujourd'hui. Il s'agit d'expériences que nous avons effectuées à partir de 1996 avec des cavités qui n'étaient pas encore excellentes, mais qui permettaient quand même d'envoyer quelques atomes les uns derrière les autres pendant le temps d'amortissement du champ. À partir du milieu des années 2000, on est arrivé à faire des cavités bien meilleures, et donc on a pu reprendre ces expériences de chat en sondant le chat avec des centaines d'atomes traversant la cavité un à un, et ça nous a permis de reconstruire complètement l'état quantique du chat, donc de refaire des expériences plus précises sur le phénomène de décohérence. Et donc c'est cet ensemble d'expériences que je voudrais parler dans cette cinquième leçon. Pour cela, il faut commencer par comprendre quel est l'effet sur le champ d'un atome traversant la cavité. Et je vais présenter sur cette diapositive cet effet de façon très simple. D'abord, prenons une cavité vide. Notre cavité soutient un mode, une onde stationnaire du champ qui présente des ventres et des nœuds, et on a un nombre impair de ventres, de façon à ce que les atomes qui traversent la cavité au milieu passent à travers un ventre. La condition de résonance du champ dans cette cavité exprime simplement le fait qu'il y ait un nombre impair de demi-longueurs d'onde entre les miroirs, et lorsqu'on exprime ça, on sort la fréquence oméga et on voit que cette fréquence oméga est égale à un multiple impair de πc sur L, où L est la distance entre les miroirs. C sur L, c'est l'inverse du temps que met la lumière pour aller d'un miroir à l'autre. C'est la vitesse de la lumière. Alors, commençons par voir ce qui se passe si on introduit un diélectrique classique dans la cavité, c'est-à-dire si on met dans la cavité un milieu transparent. Qu'est-ce que va faire ce milieu transparent? Il va changer essentiellement l'indice, et si l'indice est voisin de 1, on peut écrire cet indice sous la forme n égale 1 plus epsilon. Et ça veut dire que la vitesse c est changée en c sur n, c'est la définition de l'indice, et elle devient c1 moins epsilon. Donc l'effet d'indice, l'effet du milieu diélectrique transparent, change la valeur de la vitesse de la lumière, et donc ça va changer la condition de résonance du champ dans la cavité. En d'autres termes, la longueur d'onde change, puisque la vitesse de la lumière change, et pour réaliser la condition de résonance, il faut que le champ s'adapte en changeant légèrement sa fréquence. Le changement de fréquence est proportionnel à cette quantité epsilon qui est la distance à 1 de l'indice de réfraction. Voyons ce qui se passe maintenant si on a un seul atome qui traverse le ventre de la cavité, un ventre de l'onde stationnaire ici. Eh bien, cet atome qui est non résonant va se comporter comme un petit morceau de diélectrique transparent et il va également changer la fréquence de résonance de la cavité. Et on peut montrer simplement que ce changement de fréquence, il est donné par cette expression-là, il est proportionnel au carré du couplage entre l'atome et le champ et inversement proportionnel au désaccord de fréquence. Alors je vous donnerai différentes démonstrations de ce résultat, mais une démonstration simple est basée sur le principe de la conservation de l'énergie. Nous avons vu que lorsque l'atome traverse la cavité, l'énergie de l'atome dans un niveau donné va dépendre de sa position, et le fait qu'on ait une énergie dépendante de la position montre que le système possède une énergie potentielle qui varie suivant cette courbe, une fonction gaussienne, lorsque l'atome rentre dans la cavité. Ça veut dire que lorsque l'atome pénètre dans la cavité, dans le cas que j'ai décrit ici, son énergie cinétique va augmenter, puisqu'il va tomber dans un puits de potentiel, il va gagner de l'énergie cinétique. Cette énergie cinétique, il faut qu'il la prenne sur le champ. Ça veut dire que le champ électromagnétique va exercer une force, un travail sur l'atome.
Et la conservation de l'énergie exige qu'en retour, le champ perde de l'énergie, puisqu'il donne de l'énergie au champ. Et cette perte d'énergie, elle est précisément décrite par ce terme. Cette perte d'énergie se traduit par un changement de fréquence. Supposez qu'il y a un photon dans la cavité. Si l'énergie change, ça veut dire que la fréquence de ce photon doit changer. Alors, tout ce raisonnement est basé sur une approximation adiabatique. Le nombre de photons ne change pas, parce que s'il changeait, ça ferait une variation brutale de l'énergie. La seule façon pour le système de s'adapter, c'est que l'énergie de chaque photon change de façon adiabatique lorsque l'atome traverse la cavité. Et lorsque l'atome va sortir de la cavité, elle va être à nouveau vide et la fréquence va reprendre sa valeur initiale. Alors, si vous comparez ces expressions, vous voyez qu'on peut associer à chaque atome un indice dans lequel la quantité epsilon vaut oméga carré sur 4 oméga delta, une quantité sans dimension, avec un signe plus ou moins, puisque là j'ai décrit ce qui se passait dans un niveau, mais dans l'autre niveau, l'effet va prendre le signe opposé. Et vous voyez que le changement d'indice va avoir une valeur dont l'ordre de grandeur est facile à évaluer, puisque grand oméga sur petit oméga vaut 10-6, delta est de l'ordre de grand oméga, on a un effet qui est de l'ordre de quelques 10-7. Autrement dit, un seul atome produit une variation d'indice de l'ordre de quelques 10 millionièmes. Alors ça paraît petit, mais c'est un effet énorme à l'échelle atomique. Si vous prenez un morceau de verre qui contient un nombre d'atomes de l'ordre du nombre d'Avogadro, 10 puissance 22, 10 puissance 23, il va changer l'indice. L'indice va passer de 1 à 1,5. Autrement dit, chaque atome du morceau de verre contribue à l'indice par un facteur 10-22. Ici, chaque atome contribue par un effet 10-7. En d'autres termes, l'effet intrinsèque par atome est 15 ordres de grandeur plus grand que dans les situations normales. Et ces 15 ordres de grandeur, on les avait déjà rencontrés dans les cours antérieurs. Elles sont liées à la taille gigantesque des atomes de Rydberg et au fait qu'on peut s'approcher de résonance, c'est un effet en 1 sur delta, très près, à cause de la condition de résonance de la cavité, du grand facteur Q, qui nous permet de nous approcher très près de résonance sans être résonant. Et donc c'est cet effet de quelques 10-7 par atome qu'on va exploiter dans toute la suite. Alors une autre façon de voir cet indice de réfraction, c'est de prendre l'échelle des niveaux d'un oscillateur harmonique, 0, 1, 2, 3 photons, en présence d'un atome dans l'état G. Si on ne tient pas compte du couplage, on va avoir des niveaux combinés G0, G1, G2 séparés de l'intervalle oméga. Maintenant, si on branche le couplage entre l'atome et le champ, vous savez que le niveau G0 va rester non perturbé, mais le niveau G1 va être repoussé par le niveau E0, le niveau G2 va être repoussé par le niveau E1, et ainsi de suite, le désaccord de fréquence étant donné par cette valeur delta ici. Et donc, sous l'effet du branchement du couplage, vous voyez que les différents niveaux associés à l'atome dans l'état G vont être déplacés vers le bas d'une quantité qui va être proportionnelle au nombre de photons, puisque c'est le carré du couplage. Le couplage est en oméga racine de n, et si vous élevez le oméga racine de n au carré, vous trouvez bien un couplage en oméga 2n. Le point important, c'est que ces déplacements sont proportionnels à n, et vous voyez que ça veut dire que l'écart de fréquence entre les niveaux de l'échelle ici va être maintenu à oméga moins delta, puisqu'on va avoir ici oméga moins delta, ici 2 oméga moins 2 delta, ici 3 oméga moins 3 delta, et ainsi de suite. Donc on voit bien que ce qui se passe, c'est qu'on a une renormalisation de l'énergie, la différence d'énergie entre deux échelons successifs, qui est la même pour tous ces échelons. Et on a un effet qui prendrait évidemment le signe inverse si on passait dans l'état, si on regardait ce qui se passe pour les états G. Donc on peut écrire les déplacements sous cette forme, où le déplacement delta z de fréquence est proportionnel, est égal à oméga carré sur 4 delta. Il dépend de z, c'est-à-dire de la position de l'atome lorsqu'il traverse le mode de la cavité. On a une variation gaussienne. Oméga est une gaussienne, donc oméga carré, qui est le carré d'une gaussienne, est également une gaussienne. On a une variation gaussienne de ce couplage. Alors ce qui va être important, ce n'est pas tellement le changement de fréquence, mais plutôt le déphasage que ça va produire sur le champ pendant que l'atome traverse la cavité. Et ce déphasage s'obtient simplement en prenant l'intégrale de ce oméga carré z sur 4 delta sur le temps de vol dz sur v, où v est la vitesse de l'atome. Et lorsqu'on intègre cette quantité, on trouve une quantité delta phi, un déphasage du champ par atome. Et ce déphasage du champ par atome, c'est la moitié du déphasage du champ de l'atome par photon que je vous avais décrit dans le cours de la semaine dernière. En fait, les effets de déphasage d'un atome sur le champ et d'un photon sur l'atome sont des effets complémentaires, et il est normal que ces effets prennent la même valeur en valeur absolue, et le signe dépend évidemment de l'état dans lequel se trouve l'atome.
Je vous ai montré que le déphasage par photon pouvait atteindre la valeur pi. Ça veut dire que le déphasage produit par un atome sur le champ peut prendre des valeurs de l'ordre de plus ou moins pi sur 2. Et donc c'est un déphasage qui est très important, qui est macroscopique. Le point très essentiel qui va jouer un rôle dans toute la suite, c'est que si l'atome est dans une superposition des états E et G, on envoie dans la cavité un indice quantique qui est dans une superposition de deux valeurs qui vont déphaser le champ dans les directions opposées. Et c'est cet effet-là qui va jouer un rôle essentiel. Alors comme c'est un aspect important de ce problème, je vais vous donner une autre démonstration du déphasage, de comment est-ce qu'on trouve le déphasage. Je vous rappelle l'expression d'un état cohérent. Un état cohérent d'amplitude complexe alpha, c'est une superposition d'un état de Fock avec des amplitudes en alpha puissance n sur racine de factoriel n. Et l'évolution dans le temps normal de ce champ fait intervenir les facteurs de phase et puissance moins n oméga t. Si maintenant vous changez la fréquence oméga en oméga moins delta, c'est-à-dire que si vous ajoutez un déphasage de la forme e puissance moins i n phi, vous voyez que ce que ça revient à faire, vous pouvez réinjecter ce facteur de phase dans alpha et remplacer alpha par alpha et puissance moins i phi à la puissance n. Et ceci, ça revient simplement à dire que la phase du champ cohérent a changé de phi, où phi est le déphasage par atome que je décris sur cette diapositive. Donc en fait, un seul atome déphase le champ cohérent d'une quantité très importante. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre cet effet en évidence ? D'abord, je vais décrire un état cohérent d'une façon un peu plus formelle. Je vais rappeler qu'un état cohérent, c'est un état classique du champ, c'est-à-dire c'est un état qui a une amplitude et une phase bien définies. Et en physique classique, une quantité qui oscille avec une amplitude et une phase bien définies, voilà l'amplitude et voilà la phase qui indique les instants où l'onde passe par une valeur maximum, eh bien, on la représente par un vecteur dans un plan, qui est le plan de Fresnel, ou encore par un nombre complexe dans le plan complexe. Par exemple, les trois ondes que j'ai décrites ici, qui sont déphasées les unes par rapport aux autres par 120 degrés, vont être représentées de façon symbolique par trois vecteurs à 120 degrés l'un de l'autre dans le plan de Fresnel. En physique quantique, lorsqu'on a un état cohérent, eh bien, on les décrit d'une façon analogue, par un vecteur dans le plan de phase associé à l'oscillateur harmonique du champ, dont on peut faire l'analogue avec un oscillateur harmonique mécanique. À ce moment-là, ce plan de phase est rapporté à deux axes qui sont la position de l'oscillateur et l'axe X et l'axe P qui est la vitesse ou l'impulsion de l'oscillateur. Et donc, dans ce plan XP, on va avoir un vecteur. Et le seul apport de la physique quantique à ce niveau dans la description, c'est que l'extrémité de ce vecteur devient floue à cause des relations d'incertitude. L'amplitude de ce vecteur a une dispersion qui est liée au fait qu'il y a une dispersion du nombre de photons dans le champ, et la phase a également une dispersion, et une relation de conjugaison, une relation d'incertitude entre l'amplitude et la phase. Ici, on a un paquet d'ondes minimum, delta n, delta phi, prenant sa valeur minimum. Donc voilà la description du champ, et en fait, l'extrémité de ce vecteur occupe un point qui a une distribution de probabilité dans le plan de phase, et cette distribution de probabilité a une forme gaussienne. Cette gaussienne, c'est ce qu'on appelle, dans une représentation très populaire, donc très importante, très souvent faite du champ en optique quantique, la fonction de Wigner. Donc la fonction de Wigner, c'est cette gaussienne qui décrit le champ cohérent. Pour une définition de cette fonction dans un état quelconque du champ, pas forcément un état cohérent, je vous rappellerai quelques résultats importants un peu plus tard. Mais pour l'instant, il suffit donc de décrire le champ par cette gaussienne déplacée dans le plan de phase, qu'on peut représenter de façon encore plus simple par un cercle d'incertitude qui représente le support de la gaussienne. Alors comment est-ce qu'on va mesurer le déphasage induit par un seul atome ? Eh bien, on fait une expérience qui est très simple, dont je vais vous décrire le principe ici. On commence par injecter un champ cohérent dans la cavité, donc une gaussienne déplacée par rapport à l'origine du plan de phase, et on peut toujours définir la direction de ce champ cohérent comme l'axe X, c'est-à-dire dire que la phase de ce champ cohérent est la phase de référence. On envoie ensuite un atome à travers la cavité, et cet atome va déphaser le champ d'un angle qui est ici, vous voyez, un angle de l'ordre de 30 degrés dans un sens ou dans l'autre, et donc on va avoir un champ déphasé dans la cavité. Alors comment est-ce qu'on va mesurer ce champ ? Eh bien, on le fait par une méthode qu'on appelle une méthode d'homodinage, qui est une méthode très commune en optique, très utilisée dans différentes expériences d'optique quantique. Elle consiste à ajouter dans la cavité un champ cohérent de phase variable et contrôlable. Et on ajoute dans la cavité donc un champ qui a
une phase variable, mais qui a la même amplitude que le champ initial. C'est-à-dire que les deux champs vont s'ajouter vectoriellement, et suivant la phase du champ que l'on ajoute, vous voyez que le point qui représente l'état global du champ après cette injection va décrire un cercle dans le plan de phase, et lorsque la phase du champ qu'on ajoute va s'opposer à la phase du champ initial, eh bien, le champ va revenir au vide. Et donc on va repérer la phase du champ qui est écrit ici, qui est le champ rouge dont on cherche à déterminer la phase, en déterminant quelle est la phase du champ de mélange que l'on doit prendre pour ramener le champ dans le vide. Alors il reste à savoir comment est-ce qu'on va mesurer que le champ est revenu dans le vide. Bien, pour ça, ce n'est pas très difficile. Vous envoyez les atomes dans l'état inférieur de la transition. Si le champ est dans le vide, les atomes restent dans ce niveau. Si le champ n'est pas dans le vide, les atomes vont avoir une probabilité d'absorber, et donc la probabilité de trouver l'atome dans l'état E va dépendre de la phase du champ que vous avez rajouté, et cette probabilité va s'annuler précisément lorsqu'on aura la phase que l'on cherche à déterminer. Et la largeur de cette courbe d'annulation dépend du recouvrement des deux cercles de la fonction de Wigner, et on montre que dans les conditions expérimentales, on détermine ainsi le déphasage du champ avec une précision de l'ordre de 15 degrés. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer la variation de ce signal d'excitation de l'atome sonde en fonction de la phase du champ d'homodinage. Et le résultat est montré ici. Voici une expérience qu'on a faite dans un champ cohérent qui contient une trentaine de photons. Voilà la distribution de phases observée dans ces conditions lorsqu'on n'a pas envoyé d'atomes dans la cavité, c'est-à-dire qu'on injecte un champ cohérent et on le mesure tout de suite. Et voilà ce qui se passe lorsqu'on détecte qu'on a envoyé un atome dans l'état G. Vous voyez que le champ cohérent est déplacé d'une trentaine de degrés dans un sens. Par contre, si l'atome traverse la cavité dans l'état E, il est déplacé d'une trentaine de degrés dans l'autre sens. Donc voilà une expérience qui montre qu'un champ qui contient un relativement grand nombre de photons est affecté de façon macroscopique par un seul atome. Une autre façon de faire l'expérience, ça consiste non pas à vérifier qu'un atome a traversé la cavité et à corréler donc au passage d'un atome dans G ou dans E, mais à envoyer un petit paquet d'atomes qui a une distribution poissonienne du nombre de photons et à regarder quel va être dans ce cas le déphasage que l'on va observer. Eh bien, par exemple, on a fait ici une expérience où on envoie un petit échantillon d'atomes qui est excité de façon à ce qu'il y ait en moyenne 0,4 atomes par échantillon, avec une distribution poissonienne. Ça veut dire que dans le plus grand nombre des cas, il n'y a pas d'atomes dans notre échantillon, mais avec une probabilité de l'ordre de 0,4, il y a un atome, et avec une probabilité beaucoup plus petite, il y en a deux. Et vous voyez que lorsqu'on réalise un grand nombre d'expériences, on voit apparaître dans ce signal de phase les trois pics correspondant à 0, 1 ou 2 atomes. Vous voyez que cette expérience permet donc, avec une grande sensibilité, de détecter et de mesurer des atomes et l'état dans lequel se trouvent ces atomes. Alors j'ai décrit cette expérience aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais vous décrire des expériences analogues qui ont été réalisées plus récemment en électrodynamique des circuits, qui utilisent cet effet dispersif de couplage entre les atomes et le champ pour mesurer des atomes artificiels, ce qu'on appelle les qubits Josephson, à l'aide du déphasage qu'ils produisent sur le champ dans une cavité. Alors, je parlerai donc un petit peu de circuit de QED la semaine prochaine, et en fait, on aura une excellente introduction à ce domaine de recherche dans le séminaire qui va suivre ce cours. Andreas Wallraff va nous parler d'expériences d'électrodynamique quantique en cavité appliquées à ces atomes artificiels. Donc voilà le déphasage dispersif produit par un seul atome, et je vous donne ici la référence. Alors passons maintenant à l'étude des chats de Schrödinger. Comment est-ce qu'on peut transformer cette expérience en une expérience de chat? Alors je vous rappelle la métaphore du chat de Schrödinger. Vous avez un système formé d'un grand nombre de particules que vous couplez à un seul atome dans une superposition d'états. Et chaque état de la superposition va faire évoluer le système, le gros système, dans un état différent, ce qui fait qu'on va intriquer l'atome au gros système et on va avoir un gros système qui va être dans un état combiné, qui va être une superposition d'états associés à des états différents. Alors Schrödinger a imaginé que ces deux états, c'est l'état vivant et l'état mort d'un chat, mais ça c'est un peu anecdotique. Le point important, c'est qu'on peut réaliser ça avec des systèmes qui contiennent plus d'une particule, un nombre relativement grand de particules, et étudier ce qui se passe et comment ces superpositions quantiques disparaissent au cours du temps.
Alors nous avons proposé une expérience de ce genre en électrodynamique quantique en cavité dans un papier qu'on a écrit en 1991 avec Michel Bouynes et Jean-Michel Raymond et nos collègues brésiliens théoriciens Luis Davidovich et Nissim Zaguri. Et on a décrit la façon, dans une expérience qui est un peu corollaire de l'expérience du comptage d'ondes destructives de photons, comment on peut utiliser un interféromètre de Ramsey pour préparer et étudier ces états Schrödinger. Et c'était un peu le début de toute notre série d'expériences de cavité QED. Et on disait donc à la fin du papier que ces effets peuvent être réalisés de façon réaliste en utilisant des atomes circulaires et des cavités de très grand Q, cavités supraconductrices, et que ça ouvre la possibilité de manipuler avec des interactions dispersives des états pour des études d'électrodynamique en cavité. Alors, je vais décrire un petit peu ce qu'on prédisait dans ce papier à l'aide de la fonction de Wigner. On montrait qu'un seul atome interagissant avec un champ cohérent devait créer un état dont la fonction de Wigner est représentée ici, donc je donnerai plus de détails tout à l'heure, mais vous voyez que vous avez deux gaussiennes qui décrivent les deux composantes de phase opposée du chat. On pourrait considérer que l'une est le chat vivant et l'autre le chat mort, et il y a entre elles, dans la fonction de Wigner, des franges qui décrivent le caractère quantique de la superposition, et sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard, qui décrivent la cohérence quantique. Et on prépare ainsi un état qui est une superposition d'un état cohérent avec une phase et de l'état cohérent avec la phase opposée. On montrait également, et on discutait dans le papier, la décohérence, c'est-à-dire que le fait que le couplage à l'environnement, la perte de photons dans la cavité, transforme très rapidement le système en un état qui va être maintenant un mélange statistique des deux états cohérents de phase opposée dans lequel les effets d'interférence quantique ont disparu. Donc c'est un petit peu tout ça qui était résumé, qui était décrit de façon détaillée dans ce long papier que je vais essayer de vous résumer et de vous expliquer aujourd'hui en vous décrivant les expériences qui nous ont permis de mettre ces phénomènes en évidence. D'abord, comment est-ce qu'un seul atome prépare un chat de Schrödinger de lumière? Alors, cette diapositive montre un petit peu ce qui se passe avec les étapes successives et on utilise à nouveau l'interféromètre de Ramsey, c'est-à-dire que le fait que le champ dans la cavité est mis en sandwich entre deux zones R1 et R2, en amont et en aval, dans lesquelles on peut appliquer des impulsions classiques de radiofréquence, et c'est ce qui va nous permettre de manipuler l'atome et de préparer et ensuite de mesurer ces états type chat de Schrödinger. Donc j'insiste sur le caractère flexible et extrêmement riche de l'interféromètre de Ramsey, qui non seulement permet de faire de la spectroscopie, mais permet de faire de la manipulation d'états quantiques, et en fait, dans toute l'information quantique qui se développe depuis une quinzaine d'années, l'interférométrie de Ramsey joue un rôle essentiel, aussi bien en électrodynamique en cavité que dans les expériences de circuits de QED ou d'ions piégés du type de celles qui sont faites, par exemple, au NIST à Boulder ou à Innsbruck. Donc voilà, on commence par préparer un état cohérent dans la cavité en injectant un petit champ classique, donc une petite flèche dans l'espace des phases avec son cercle d'incertitude, et puis on envoie un atome. Et on prépare cet atome dans une superposition des états E et G dans la première zone de Ramsey. Donc l'atome entre dans la cavité, il interagit avec le champ de la cavité, et quand il sort, eh bien, le système est préparé dans une superposition qui va impliquer une phase du champ si l'atome a traversé la cavité dans l'état E, une phase opposée s'il a traversé dans l'état G, et en fait, il va être dans une superposition de ces deux états, puisque l'atome traverse la cavité dans une superposition de E et de G, et donc on prépare typiquement une situation à la chat de Schrödinger. On peut également dire que le champ qui tourne dans l'espace des phases est comme l'aiguille d'un appareil de mesure qui va pointer dans deux directions différentes suivant que l'énergie de l'atome est E ou G. Donc cette expérience réalise également une étape essentielle d'un processus de mesure quantique. On couple un petit système microscopique, un atome, à un système qu'on peut considérer comme mésoscopique ou classique, puisque c'est un champ qui peut en théorie contenir beaucoup de photons. Bon, une fois qu'on a fait ça, vous voyez que si on mesure l'état de l'atome en ce point, si on n'avait pas la zone R2, eh bien, on trouverait l'atome dans E et le champ serait un champ cohérent avec une phase, ou on trouverait l'atome dans G et ça serait un champ cohérent avec l'autre phase. C'est-à-dire qu'on referait en fait l'expérience que je vous ai décrite tout à l'heure et on projetterait le champ dans un état cohérent. Mais ce n'est pas ce qu'on veut faire ici. Ici, on veut préparer une superposition d'états cohérents. Alors pour cela, on utilise la dernière ressource dont on dispose avant la détection, qui est que l'atome va traverser la seconde zone de Ramsey.
Et on applique dans la seconde zone de Ramsey une autre impulsion qui va à nouveau mélanger les états. Alors vous voyez que ce qui va se passer, c'est que le mélange d'états que l'on réalise ici va être en quelque sorte un effaceur de traces. Une fois que l'on va détecter l'atome, on ne pourra plus savoir si l'atome a traversé la cavité dans E ou dans G, puisqu'on aura remélangé les états à la sortie. Et donc, on va maintenir l'ambiguïté quantique, et la détection de l'atome va laisser le champ dans une superposition de E et de G. Alors là, je l'ai dit avec des mots, mais les formules mathématiques sont très simples. Voilà l'état du système en ce point. Et ensuite, on va voir ce qui se passe dans la seconde zone de Ramsey. Alors à ce stade, je dois vous faire un aveu, c'est que j'ai passé sous silence un petit aspect du problème, qui est que dans l'état E, l'atome ne fait pas simplement un déphasage du champ. Je vous rappelle que lorsque les atomes sont dans l'état E, le couplage avec l'état G est en n plus 1. Ça veut dire qu'il y a un déphasage supplémentaire qui est associé à l'atome dans l'état E, qui est le lamp shift, qui est le fait que les fluctuations du vide ont un effet sur l'atome dans l'état E. Et donc il va y avoir une phase supplémentaire et puissance phi sur 2 qui va s'ajouter ici à cette partie de la fonction d'onde. Et vous voyez que en fait, la situation est un peu plus compliquée. On va avoir une amplitude complexe ici qui va avoir un terme de phase supplémentaire. Mais je n'en ai pas parlé parce que ce n'est pas absolument essentiel. On peut jouer sur les phases des zones de Ramsey pour éliminer cette phase et pour faire comme si elle n'existait pas. Il suffit simplement d'adapter les phases des zones de Ramsey pour supprimer ou compenser cette phase supplémentaire liée au lamp shift. Donc je n'en parlerai plus et je vais simplement décrire qu'est-ce qui se passe sur l'état. Cet état-là, champ avec une phase associée à l'état E, plus champ avec la phase opposée associée à l'état G. Qu'est-ce qui va se passer si on mélange les états E et G? E va devenir une superposition de E et de G associée à cette phase du champ, et G va devenir la superposition orthogonale de E et de G associée à la phase négative. Et si on regroupe maintenant dans cette fonction les composantes associées à E et à G, vous voyez qu'on va l'écrire sous cette forme-là. Vous pouvez vérifier très rapidement que si vous transformez E en E plus G et G en G moins E, vous avez cette expression-là. Et vous voyez maintenant que quand vous allez détecter l'atome, vous allez projeter, si vous trouvez l'atome dans l'état E, vous allez projeter le champ dans cette superposition, et si vous trouvez l'atome dans l'état G, vous allez le projeter dans la superposition avec le signe moins. En d'autres termes, détecter l'atome dans E ou dans G projette le champ dans une superposition à la Schrödinger. Et vous voyez la richesse de l'interféromètre de Ramsey. La première zone de Ramsey prépare une superposition d'états qui va créer un chat, et la deuxième zone de Ramsey efface vos traces, les traces de l'atome dans la cavité, pour permettre d'obtenir un chat à la fin. Vous voyez qu'un aspect essentiel de la projection quantique, qu'on avait déjà vu la semaine dernière, c'est qu'elle est aléatoire. C'est-à-dire qu'a priori, vous ne savez pas si vous allez préparer un chat avec le signe plus ou un chat avec le signe moins. Simplement, lorsque vous détectez l'atome, vous savez quel est l'état du chat que vous avez préparé. Donc, si vous voulez préparer un chat qui a une phase déterminée, phase quantique plus ou moins, eh bien, vous allez sélectionner dans les résultats ceux qui correspondent à l'atome détecté dans E ou dans G. Donc, voilà comment on prépare ces chats de Schrödinger de lumière. Et maintenant, je voudrais vous montrer que cette expérience a un lien très étroit avec le principe de complémentarité. C'est-à-dire que je vais redécrire cette expérience en me mettant dans le point de vue de l'atome. En fait, l'atome qui prépare le chat traverse un interféromètre de Ramsey. Et je vous rappelle qu'un interféromètre de Ramsey réalise une interférence quantique, c'est-à-dire j'ai représenté ici le temps est sur l'axe horizontal, les deux lignes bleues et rouges représentent l'atome dans l'état E et dans l'état G, et vous voyez qu'il peut subir une transition entre E et G, soit dans la première zone de Ramsey, soit dans la seconde. Et les franges de Ramsey sont liées au fait qu'il va y avoir une interférence entre ce chemin, par exemple si on veut regarder la probabilité finale de trouver l'atome dans l'état G, entre le chemin dans lequel l'atome a subi la transition dans la première zone et le chemin dans lequel il a subi la transition dans la seconde. Donc si je refais cette expérience, mais maintenant je balaye la fréquence des zones de Ramsey, je vais avoir des franges dans la probabilité de trouver de l'atome dans E ou dans G. Mais vous voyez que ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a un gradient supplémentaire, on a un petit champ cohérent dans la cavité, et ce champ va être orienté dans deux directions différentes, suivant que l'atome est dans E ou dans G. Et ceci nous rappelle le rôle que jouait l'environnement ou le rôle que joue un espion qui cherche à savoir quel est le chemin qu'a suivi un système dans un interféromètre. Vous voyez que le champ joue le rôle de cet espion, de cet appareil de mesure qui va observer le chemin
suivi par l'atome dans l'interféromètre. Et ce que nous dit le principe de complémentarité, c'est que si on peut avoir cette information, il n'est même pas nécessaire de la mesurer, mais si cette information existe, les franges disparaissent. Et vous voyez que ce qui va se passer, c'est que l'information va être d'autant plus marquée que les deux états finaux du champ vont être davantage séparés. Si vous avez un tout petit déphasage produit par l'atome, les deux cercles d'incertitude vont être superposés et l'information qu'on aura sur le chemin sera partielle. Par contre, si les deux composantes du champ sont bien séparées à l'extérieur de la cercle d'incertitude, ce sera comme deux directions d'une aiguille bien distinctes et on aura l'information sur le chemin, donc on ne pourra plus avoir de frange. Alors on a fait cette expérience, et vous voyez ici sur la partie droite de la figure le résultat. On l'a fait pour différentes valeurs du déphasage du champ. Vous voyez que pour un petit déphasage du champ, on voit des franges lorsqu'on balaye la fréquence des champs dans les zones de Ramsey avec un bon contraste. Et puis si on augmente le déphasage entre les deux composantes du champ, eh bien, le recouvrement des deux états du champ diminue et le contraste des franges diminue. Et lorsqu'on sépare bien les deux composantes, il n'y a plus de contraste. Donc voilà, c'est une expérience idéale de complémentarité. Et vous voyez que le contraste des franges mesure en fait le recouvrement des états finaux du champ. Comment est-ce qu'on change cet angle de déphasage? Simplement en changeant le désaccord de fréquence entre l'atome et le champ. Je vous rappelle que le déphasage créé par un atome est inversement proportionnel au désaccord de fréquence. Donc pour un grand désaccord de fréquence, on a une petite séparation de phase, et lorsqu'on diminue le déphasage du champ, ici on est à 100 kHz, on a un grand angle entre les deux composantes du champ. On n'atteint pas pi, mais on pourrait, et là on s'est contenté d'un angle de l'ordre de 120 à 130 degrés. Donc vous voyez que cette expérience prouve qu'on a décomposé le champ en deux composantes. Mais elle ne prouve pas qu'il y a une cohérence entre ces deux composantes. C'est-à-dire qu'on a encore quelque chose qu'on ne connaît pas dans l'expérience, qui est un aspect important de l'état final du champ, qui est la cohérence quantique entre les deux composantes qu'il faut déterminer. Alors, avant cela, je vais parler de décohérence, et je vais montrer comment, je vais rappeler théoriquement comment la cohérence quantique se perd dans ce système, et ensuite on décrira l'expérience qui a permis de le vérifier. Alors supposez que vous ayez préparé donc une superposition de deux états du champ alpha et bêta bien séparés dans l'espace des phases. Je commence par rappeler dans ce cadre un certain nombre de formules très simples sur les produits scalaires entre les composantes du champ. Le recouvrement des états alpha et bêta est donné par une exponentielle, et le carré de ce recouvrement, une forme très simple, c'est une exponentielle et puissance moins la distance dans l'espace des phases entre alpha et bêta élevée au carré. Donc vous voyez que plus vous séparez les deux composantes, plus petit est le recouvrement. C'est simplement le fait que deux gaussiennes qui se séparent de plus en plus sont des pieds qui ont un recouvrement de plus en plus faible. Vous constatez d'ailleurs avec cette formule que les états ne sont jamais orthogonaux rigoureusement. Il y a toujours une toute petite composante, mais pour toute expérience pratique, dès que ce recouvrement devient inférieur à 1% ou 1 pour 1000, eh bien, on peut supposer que les états sont quasi orthogonaux. Ça veut dire que la fonction d'onde du chat, qui est une superposition de alpha et de bêta, a en fait un facteur de normalisation assez compliqué qui doit tenir compte de ce recouvrement, mais dès que alpha moins bêta est grand devant 1, eh bien, on a quasiment un facteur 1 sur racine de 2. Les états alpha et bêta sont quasiment orthogonaux. Un autre aspect, une autre façon de décrire le même résultat, c'est d'exprimer ça en termes de nombre de photons. Si les deux amplitudes sont les mêmes, le nombre moyen de photons dans les deux composantes est le même, et on peut écrire alpha égale racine de n moyen avec le facteur de phase et puissance iφ, et bêta est égal à racine de n moyen avec le facteur de phase opposé et puissance moins iφ. Et on peut enfin exprimer le produit scalaire en fonction de ces nouveaux paramètres n moyen et φ, et un calcul très simple montre que le recouvrement d'alpha et bêta est une exponentielle complexe, exponentielle de moins n moyen et puissance moins 1 moins e puissance moins 2 iφ. Et dans le cas où φ vaut pi sur 2, c'est-à-dire dans le cas où les deux composantes sont opposées en phase, eh bien, e puissance moins 2 iφ vaut moins 1, et on a ici simplement exponentielle de moins 2 fois n bar. Autrement dit, si vous prenez deux champs cohérents de phase opposée, leur recouvrement décroît exponentiellement comme l'exponentielle de moins 2 fois le nombre moyen de photons. Donc ça, c'est des formules mathématiques simples. Et maintenant,
essayons de dire des choses d'abord qualitatives sur la décohérence. Commençons par nous poser la question comment décohère, qu'est-ce qui se passe si vous préparez un état cohérent, un état classique, et vous regardez au cours du temps ce qui se passe. Simplement pas un chat de Schrödinger, mais un simple état classique qui a une phase bien définie. L'électromagnétisme classique nous dit ce qui se passe. Vous avez un champ qui a une amplitude bien définie. L'énergie du champ va décroître avec la constante de temps, Tk, du temps d'amortissement de la cavité. Ça veut dire que l'amplitude du champ décroît avec la constante moitié, plutôt avec un temps 2 fois plus long et avec un taux de décohérence moitié. Mais le champ reste cohérent. Son amplitude décroît exponentiellement. Ça reste un champ cohérent. Un champ cohérent est un cas pur, est un système qui est décrit par une fonction d'onde. Et dire que le système est un cas pur, ça veut dire également qu'il n'est pas intriqué à l'environnement. On perd des photons, mais le système reste découplé de l'environnement au sens de l'intrication quantique. Alors ça, c'est ce que je décris ici. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au départ, l'état cohérent est couplé à des modes vides du champ électromagnétique. Vous pouvez imaginer le problème de la façon suivante. Vous avez votre cavité et vous avez des photons, un champ cohérent qui rebondit entre les parois de la cavité. Imaginez, la décohérence est liée aux imperfections, donc imaginez que vous avez des petites imperfections sur les parois qui vont finir par diffuser ou diffracter des photons à l'extérieur. Donc vous avez des modes du champ électromagnétique. Vous pouvez modéliser le champ qui s'échappe à l'extérieur comme un champ qui va s'échapper dans un ensemble de modes du champ électromagnétique de même fréquence, mais qui vont être, chacun de ces modes va être peuplé par une toute petite amplitude de champ électromagnétique, tout au moins au début. Donc c'est ce que j'ai essayé de décrire par ce modèle très simple ici. Au départ, vous avez un état cohérent qui est couplé à ces modes que je définis avec un indice I, qui sont tous vides. Donc le mode I est dans le vide, et tous les modes sont dans le vide, et on a un produit tensoriel de tous ces modes. Et puis au cours du temps, l'amplitude du champ décroît exponentiellement dans la cavité, et les différents modes se peuplent avec des petites amplitudes que j'appelle epsilon I de t. Le point important, c'est que vous n'avez pas d'intrication. Vous voyez que vous avez toujours un produit tensoriel entre l'état du champ dans la cavité et l'état de l'environnement. Donc c'est ce que j'ai décrit ici. Kappa, c'est la constante, l'inverse du temps d'amortissement du champ dans la cavité. Et vous avez donc l'environnement que j'ai décrit par cet ensemble de modes auquel se trouve couplé notre champ. La même chose va se passer pour l'état bêta. La différence, c'est que les modes de l'environnement vont être peuplés par des petits champs cohérents dont la phase va rappeler la phase du champ qui leur a donné naissance. Donc ici, vous allez avoir une phase alpha et ici, vous allez avoir une phase bêta. Donc si vous avez une différence de phase entre les deux composantes, les modes qui vont se peupler avec des petites amplitudes de champ dans l'environnement vont avoir des phases identiques à celles du champ qui leur a donné naissance, en tout cas des phases reliées linéairement à celles du champ qui leur a donné naissance, à cause de la linéarité de ce couplage à l'environnement. En fait, de façon un peu plus technique, on peut décrire ce couplage dans l'environnement comme une espèce de lame séparatrice qui fait fuir une petite amplitude du champ dans ces différents modes de l'environnement. On peut faire un modèle mathématique plus élaboré. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces petites amplitudes? Eh bien, on peut utiliser la conservation de l'énergie pour trouver une expression générale sur les amplitudes somme sur I des epsilon I alpha de t au carré. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est l'énergie qui s'est perdue dans l'ensemble des modes de l'environnement à l'instant t, si le champ est dans l'état alpha. Mais cette énergie, elle ne peut provenir que de l'énergie du champ initial. Et l'énergie du champ initial, elle était n bar, proportionnelle à n bar, et elle devient maintenant n bar 1 moins e puissance e moins kappa t, puisqu'on a perdu, le champ est passé le nombre moyen de photons est passé de n bar à n bar e puissance moins kappa t. Donc la perte d'énergie du champ dans la cavité doit se retrouver dans l'ensemble des modes de l'environnement. Donc on a cette expression-là. Alors maintenant qu'on a décrit ce qui se passait pour chacun des états alpha et bêta, qu'est-ce qui se passe si on a un champ qui est dans un état chat de Schrödinger? Au départ, on couple ce chat à l'environnement, et au départ, il n'y a pas d'intrication, puisque par définition, on couple le chat au vide, et on a un produit tensoriel. Mais vous voyez que la linéarité de la physique quantique nous dit que
la composante alpha va être couplée à un environnement psi alpha de t, et la composante bêta à un environnement psi bêta de t, où les psi alpha et psi bêta sont donnés par les expressions que je vous ai déjà indiquées. Et ça, c'est typiquement un état intriqué. C'est une superposition d'états qui ne peut pas se mettre sous forme d'un produit tensoriel. Autrement dit, les deux composantes du chat vont se coupler à des modes différents de l'environnement, à des états propres, à des états différents de l'environnement. Et le point important, c'est de savoir quand est-ce que ces deux états vont devenir orthogonaux. Quand ces états deviennent orthogonaux, eh bien, toute l'information sur la cohérence quantique est perdue. C'est à nouveau une manifestation du principe de complémentarité. Donc finalement, une autre façon de dire les choses, c'est que l'état du champ, lorsqu'on a un système intriqué et qu'on s'intéresse à une partie du système qui est ici le champ dans la cavité, il faut prendre la trace, il faut construire l'opérateur densité associé à cette superposition et prendre la trace sur les états du champ. Et en traçant sur les états du champ, on va perdre très vite les éléments de matrice associés aux superpositions cohérentes d'alpha et bêta. En fait, les états finaux de l'environnement sont distinguables ou non suivant l'intégrale de recouvrement entre psi alpha et psi bêta. Cette intégrale de recouvrement, c'est le produit des intégrales de recouvrement dans chacun des modes entre epsilon alpha i et epsilon bêta i. Et si je reprends les formules de produits scalaires d'états cohérents que je vous ai montrées sur la diapositive précédente, ceci se met sous cette forme, et le produit des composantes va donner une exponentielle d'une somme. Et on reconnaît ici la somme sur i d'epsilon i alpha de t qui est la même que celle-ci, ce qui permet d'écrire cette intégrale de recouvrement sous une forme condensée très simple qui fait apparaître le nombre moyen de photons, la différence de phase entre les deux composantes et le temps. Et donc on a une exponentielle avec un argument qui est moins n bar, 1 moins e puissance moins kappa t, c'est le même terme qu'ici, et 1 moins e puissance moins 2 i phi pour tenir compte du fait que alpha et bêta ont des phases différentes. Et en particulier, si phi vaut pi sur 2, le e puissance moins 2 i phi vaut moins 1, et on a ici un facteur 2, et on trouve exponentielle de moins 2 n bar, 1 moins e puissance moins kappa t. Donc on a un recouvrement qui va décroître très vite avec le temps. Et le fait que ce recouvrement décroît très vite, c'est la décohérence. Elle est d'autant plus rapide que n est plus grand. En particulier, au temps court, on va s'apercevoir qu'au temps court, on va pouvoir développer le e puissance moins kappa t comme 1 moins kappa t, et on va trouver ici une exponentielle qui va décroître avec une constante de temps proportionnelle à n bar. Donc les états finaux de l'environnement deviennent orthogonaux et les effets d'interférence disparaissent très vite. Et c'est encore une manifestation de la complémentarité. Alors, je vais aller très vite sur la diapo suivante parce que c'est simplement une mise en forme mathématique de cela. On commence par calculer l'opérateur densité du système chat plus environnement. Donc on a alpha alpha plus psi alpha, bêta bêta plus psi bêta, et puis les termes croisés. Et lorsqu'on va prendre la trace, c'est ces termes croisés qui vont être affectés très rapidement par la décroissance du recouvrement, qui apparaît ici en rouge. Et lorsqu'on prend l'expression de cette intégrale de recouvrement, on voit que les termes de cohérence quantique décroissent avec ce facteur, e puissance moins 2 n bar, 1 moins e puissance moins kappa t. En particulier, lorsque t est petit devant tc, je peux faire un développement de ce facteur-là et je trouve e puissance moins 2 n bar kappa t, ce qui montre que le temps de décohérence est 1 sur 2 n bar kappa, c'est-à-dire que c'est tc sur 2 n bar. Autrement dit, la cohérence quantique se perd en un temps qui est beaucoup plus court que l'amortissement de l'énergie, plus court par un facteur qui est égal à 2 fois le nombre moyen de photons dans le champ cohérent. Ce qui montre que ce taux de décohérence, qui est proportionnel au nombre moyen de photons, va devenir extrêmement court lorsque le nombre de photons va augmenter. Si vous prenez un champ classique qui contient des milliards de photons, le temps de décohérence, c'est le temps d'amortissement du champ dans la cavité divisé par un facteur de plusieurs milliards, donc ça devient un temps tellement court qu'il est inobservable et qu'on se trouve toujours dans une situation classique. Alors, comme c'est l'aspect essentiel physique important du problème, je vais vous donner maintenant une autre interprétation de la décohérence des chats. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est que la cohérence du chat est perdue en un temps qui est de l'ordre du temps qu'il faut pour faire disparaître le premier photon du champ dans la cavité. Et pour ça, je vais utiliser l'argument suivant. Je reprends un chat et je suppose, je me mets dans le cas où
les deux champs alpha sont de phase opposée, donc on a alpha plus moins alpha. Un tel champ, il est facile de voir qu'il contient uniquement un nombre pair de photons. C'est pour ça qu'on appelle ça un chat pair, simplement parce que l'amplitude d'avoir n photons dans un tel champ, c'est proportionnel à alpha puissance n sur racine de n, plus moins alpha puissance n sur racine de n. Ça, c'est l'amplitude de probabilité. Et vous voyez que si n est impair, ces deux termes s'annulent. Autrement dit, ce chat-là ne peut pas contenir de nombre impair de photons. Il contient dans la distribution de Poisson uniquement les nombres pairs de photons, alors que le chat qui a le signe moins contient uniquement des nombres impairs de photons. Alors, qu'est-ce qui va arriver si vous prenez ce qui se passe sur une réalisation de l'expérience? Vous avez préparé un chat et supposez que vous êtes capable de suivre ce qui se passe dans l'environnement. Qu'est-ce qui va se passer quand le système va perdre un photon? Quand le système perd un photon, en fait, ce qui a agi sur cet état du champ, c'est l'opérateur d'annihilation A. Et l'opérateur A agissant sur alpha donne alpha-alpha, et A agissant sur moins alpha donne moins alpha, moins alpha. Et vous voyez que maintenant, le signe de la parité du chat est passé de plus à moins. Autrement dit, la perte d'un photon change un chat pair en chat impair. Bon, ça peut paraître d'ailleurs assez évident, puisque si vous avez un nombre pair de photons, vous en perdez un, et vous allez vous retrouver avec un nombre impair de photons. Et puis, lorsqu'un deuxième photon va disparaître, la parité va redevenir plus. Donc vous voyez que si vous suivez une trajectoire quantique unique, la parité est un signal télégraphique qui passe de plus à moins de façon aléatoire au fur et à mesure que des sauts quantiques font perdre un photon dans le système. Mais maintenant, la notion d'opérateur densité est une notion statistique. Vous faites un ensemble d'expériences de ce genre et vous vous posez la question quel est l'état statistique de l'ensemble à un instant donné. Le point, c'est qu'à un instant donné, sur l'ensemble, vous ne pouvez pas savoir si le nombre de sauts quantiques qui se sont réalisés entre l'instant initial et cet instant est pair ou impair. Et si vous ne pouvez pas savoir cela, votre système va se retrouver dans une superposition des chats pairs et des chats impairs. Et une superposition de chats pairs ou de chats impairs, c'est exactement la même chose qu'une superposition de alpha incohérente de alpha et de moins alpha. Et au bout de combien de temps ça va se passer? Eh bien, ça va se passer au bout du temps caractéristique de perte d'un photon, qui est T sur n bar. Si vous avez un champ qui contient un très grand nombre de photons, le temps qu'il va falloir pour perdre le premier photon, c'est évidemment le temps de décohérence, le temps de la cavité divisé par le nombre de photons. Donc vous voyez que cet argument, qui est finalement assez classique, permet de comprendre que l'information fuit dans l'environnement très très vite. Dès qu'un photon est parti, vous pourriez imaginer une expérience hypothétique, une expérience de pensée qui vous permette de collecter ce photon et d'en déduire quelle était la parité du chat et donc d'être capable de détruire, plutôt d'en déduire quelle était la phase du chat et donc de détruire l'interférence quantique entre les états d'une phase et de l'autre. Donc le point final, c'est que le point important ici, c'est que le temps de décohérence est très court. Et j'ai essayé de résumer ça sur cette diapositive. Le temps de décohérence est inversement proportionnel au carré de la distance dans l'espace des phases. Bon, ça, j'ai ici une formule plus générale qui est valable même si les deux composantes ne sont pas opposées en phase. Le temps de décroissance de l'énergie est très long devant ce temps de décohérence si alpha moins bêta est grand devant 1. Et cette décohérence, elle est décrite par le principe de complémentarité. Et le point essentiel, c'est évidemment que la décohérence est très rapide quand n est grand. J'insiste d'ailleurs sur le fait qu'on peut utiliser exactement le même argument pour expliquer la décohérence dans un système mécanique. Si au lieu de prendre une superposition d'états de deux champs de phases différentes, vous prenez un oscillateur harmonique et vous le mettez dans une superposition de deux états qui oscillent en opposition de phase. C'est-à-dire que vous prenez par exemple un ion dans un piège et vous le portez dans un état où il est une superposition de l'ion qui oscille comme ça et de l'ion qui oscille comme ça. Vous avez un système qui oscille de cette façon-là, une superposition des deux états. Eh bien, on peut montrer que sous l'effet de la décohérence, en particulier l'existence d'un gaz résiduel ou de photons thermiques dans les environs, eh bien, la décohérence va être d'autant plus rapide que l'amplitude de ce mouvement sera plus grande. Et en fait, des expériences de ce genre ont été faites dans le groupe de Dave Wineland à peu près à la même époque sur un ion piégé, et il a obtenu des résultats tout à fait analogues à ceux qu'on a obtenus nous sur notre oscillateur de champ, lui sur des oscillateurs mécaniques. Alors comment est-ce qu'on peut mesurer, bon, ça c'est la théorie, comment est-ce qu'on peut observer ça expérimentalement? À nouveau, on a notre interféromètre de Ramsey.
on envoie des atomes un à un, et maintenant on va envoyer deux atomes. Un premier atome pour préparer un chat, et un deuxième atome pour venir sonder le chat et nous donner un signal qui va nous dire s'il y a de la cohérence quantique dans le champ préparé par le premier atome. Et vous voyez qu'il va falloir maintenant sélectionner les résultats en fonction de l'état dans lequel on trouve le premier atome, puisque si on trouve le premier atome dans un niveau, le chat va avoir une parité donnée, si on le trouve dans l'autre, il va avoir la parité opposée. Et donc finalement, ce qu'on est amené à faire, c'est une expérience de corrélation atomique, c'est-à-dire qu'on doit corréler le résultat obtenu pour le premier atome au résultat obtenu pour le second. Et c'est un signal de corrélation entre deux atomes. Et pour obtenir un signal de corrélation, c'est-à-dire qu'il faut répéter l'expérience un très grand nombre de fois et accumuler des statistiques, c'est un signal de corrélation entre les deux atomes qui va varier en fonction du délai entre les deux atomes et qui va nous signaler la décohérence. Alors j'ai essayé de décrire ça en détail ici. Je l'ai décrit dans le cas simple où on a un déphasage de pi entre les deux composantes, parce qu'à ce moment-là, l'analyse peut se faire de façon qualitative. Alors j'ai mis des trucs en rouge, des formules en rouge ici, parce que je me suis un peu emmêlé dans les notes de cours, et en fait ceci est correct, dans les notes de cours je me suis trompé dans le label des états, donc je reprends le raisonnement ici de façon un peu plus précise. Supposons que le premier atome est détecté dans l'état G. D'après les formules que je vous ai montrées précédemment et avec les phases que j'ai choisies, on prépare un chat impair. Donc on a un chat impair, on envoie un deuxième atome. Le deuxième atome est un atome sonde qui va lire l'état du champ, et en fait cet atome va lire la parité du nombre de photons. Pourquoi? Parce que dire qu'on a un déphasage de pi entre les deux composantes, c'est également dire que chaque photon fait un déphasage de pi sur le dipôle atomique. Et autrement dit, le dipôle atomique qui lie le deuxième atome est lui-même une aiguille qui va pointer dans une direction ou la direction opposée suivant que la parité du champ a une valeur ou l'autre. En effet, si vous avez un déphasage de pi par photon, les nombres de photons 0, 2, 4 vont donner une phase pour le dipôle atomique et les nombres de photons 1, 3, 5 vont donner la phase opposée. Autrement dit, le deuxième atome lie exactement la parité. Et si la parité du chat, si le premier atome prépare un chat impair, le deuxième atome va se retrouver dans le niveau G qui correspond à la valeur impaire pour la parité. Autrement dit, la probabilité conditionnelle de trouver le premier atome dans G, c'est-à-dire d'avoir préparé un chat impair, et de lire qu'il est impair, va valoir 1. Et par contre, la probabilité de préparer le premier atome, de trouver le premier atome dans G et de lire le deuxième dans E va valoir 0, puisque si on a préparé un chat à un état impair, la probabilité d'avoir un nombre pair de photons est nulle. Donc ces deux probabilités conditionnelles, P G2 si G1 et PE2 si G1, prennent les valeurs 1 et 0, et leur différence vaut 1. Ça, c'est vrai s'il n'y a pas eu de décohérence. Mais s'il s'est produit une décohérence entre les deux, si on a perdu l'information sur la parité du champ entre les deux, il est clair qu'à ce moment-là, ces deux probabilités prennent la valeur 1,5. Parce que le deuxième atome va trouver un résultat pair ou impair qui sera non corrélé, qui va devenir indépendant de l'état dans lequel le premier atome a préparé le champ, si la parité s'est perdue sous l'effet de la décohérence. Et donc vous voyez que si vous fabriquez ce signal de corrélation, la différence entre PG2 si G1 et PE2 si G1, elle vaut 1 s'il n'y a pas eu de décohérence, et elle vaut 0 si la décohérence a eu lieu. Alors c'est exactement ce qu'on a fait. On mesure ce signal de corrélation en faisant un grand nombre d'expériences, et on regarde comment ce signal de corrélation décroît au cours du temps. Alors en fait, l'expérience est un peu plus compliquée parce qu'on n'a pas un déphasage de pi par photon, donc la valeur maximum de ce signal de corrélation ne sera pas 1 mais 0,5, et en fait elle est réduite encore par des imperfections. Mais enfin, le point important, c'est que vous voyez que ce signal de corrélation décroît vite au cours du temps, et qu'il décroît d'autant plus vite qu'on sépare davantage les composantes du champ. Voilà la décohérence dans ce cas, et voilà la décohérence en pointillé plus rapide lorsque les composantes sont plus séparées. Les points sont expérimentaux et les courbes sont des courbes théoriques basées sur la théorie simple que je vous ai exposée. Donc vous voyez que cette expérience faite en 1996 illustre la décohérence et le fait qu'elle se produit de plus en plus vite lorsque la taille des systèmes augmente. Elle illustre également la théorie de la mesure. Parce que ce que nous dit la théorie de la mesure, c'est que lorsqu'on mesure un système qui est dans une superposition d'états, on le couple à un appareil macroscopique, et cet appareil macroscopique a son aiguille qui va se trouver dans une superposition d'états, mais très vite, cette aiguille va se transformer, cette superposition d'états va se transformer en un mélange statistique, et on pourra donner les résultats simplement en termes de probabilité de trouver un résultat ou l'autre. Et ça, c'est la théorie classique
la théorie orthodoxe, si vous voulez, de la mesure en physique quantique. Donc, on a présenté ce résultat lorsqu'on a publié le papier en 1996 comme une observation expérimentale de la décohérence de l'appareil de mesure au cours d'une mesure quantique. Ici, c'est la mesure de l'énergie de l'atome qui traverse l'interférométre dans une superposition d'états, mesurée par la phase du champ électromagnétique. Alors cette expérience-là était assez primitive puisqu'on ne pouvait envoyer que 2 atomes l'un derrière l'autre avant que le champ ne décohère, parce que le temps de décohérence de la cavité était de l'ordre d'une centaine de microsecondes. On a repris ces expériences par la suite, et j'ai terminé en vous décrivant les expériences plus récentes, où on a des cavités 1000 fois meilleures, et on peut maintenant analyser ce phénomène de décohérence de façon beaucoup plus précise. Donc je vais vous parler maintenant de reconstruction d'état du champ en électrodynamique quantique en cavité. Vous voyez ici simplement une image que je commenterai plus loin, qui est un chat de Schrödinger expérimental, et ce qui lui arrive au cours du temps, avec la perte des interférences entre les 2 pics liées au phénomène de décohérence. Alors pour cela, je vais revenir un petit peu en arrière et vous rappeler que la semaine dernière, on a étudié comment on pouvait mesurer la distribution de probabilité du nombre de photons par des mesures non destructives en électrodynamique quantique en cavité. Et ce qu'on mesure, si vous représentez une matrice avec les états de Fock, par exemple un champ qui contient entre 0 et 7 photons, la matrice densité du champ, c'est une matrice 8 par 8 ici, dans laquelle les éléments diagonaux représentent les probabilités d'avoir 0, 1, 2, 3 jusqu'à 7 photons, et les éléments non diagonaux, les cohérences quantiques. Si vous avez un champ donné et que vous pouvez le reproduire un nombre arbitraire de fois, je vous ai montré la semaine dernière qu'on peut mesurer la probabilité du nombre de photons, c'est-à-dire déterminer les éléments diagonaux de cet opérateur densité. Mais la mesure du nombre de photons ne donne aucune information sur les éléments non diagonaux. Alors, ce que je voudrais décrire maintenant, c'est le principe de la méthode qu'on appelle la tomographie quantique, qui permet, en adaptant la mesure non destructive de photons, d'obtenir également une information sur les éléments non diagonaux du champ. Alors, le principe de la méthode est très simple. La recette de la tomographie, ça consiste, et c'est un peu une généralisation de la méthode dont je vous parlais au début de ce cours, on mélange le champ qu'on cherche à mesurer avec un champ cohérent d'amplitude et de phase connue. C'est ce qu'on appelle l'homodinage, et ça revient à translater le champ dans l'espace des phases en le mélangeant avec des champs cohérents d'amplitudes complexes différentes. Une fois qu'on a fait ce mélange, on envoie des atomes qui vont mesurer de façon non destructive le nombre de photons dans les champs déplacés. Et donc on a une information qui est quelle est la distribution du nombre de photons dans un champ déplacé de alpha, de bêta, de gamma, etc. Et on a un très grand nombre de résultats de mesure. Et toute cette information, on peut s'en servir pour reconstruire l'opérateur densité, c'est-à-dire l'état quantique du champ initial. C'est ce qu'on appelle la tomographie. En fait, des méthodes de tomographie un peu différentes sont appliquées dans d'autres domaines de l'optique quantique. Mais je vais ici vous décrire la façon dont on la pratique en électrodynamique en cavité. Donc, sur cette diapositive, je vais résumer comment on fait. On a un champ dont l'opérateur densité est inconnu dans la cavité, et on cherche à le mesurer. On commence par translater ce champ, et pour le translater, on envoie un petit champ cohérent dans la cavité. Dans notre cas, on va envoyer à l'aide d'un cornet, à l'aide d'un guide d'onde et d'un cornet, une bouffée de micro-ondes calibrée qui va faire pénétrer dans la cavité un champ d'amplitude et de phase connu. Qu'est-ce que ça va faire sur l'opérateur densité du champ? Eh bien, cette translation dans l'espace des phases, c'est une opération unitaire qui transforme le champ ρ en un champ translaté qui est obtenu en faisant agir sur ρ un déplacement, un opérateur déplacement unitaire, d alpha. Cet opérateur déplacement a été décrit en particulier par Glauber dans la théorie de la cohérence quantique au début des années 60. Cet opérateur de déplacement, c'est une exponentielle complexe, une combinaison linéaire des opérateurs d'annihilation et de création de photons, avec le coefficient de cette combinaison linéaire étant précisément l'amplitude du déplacement. Donc ça, c'est un opérateur qui décrit le déplacement dans le plan complexe du champ électromagnétique initial. Le point important, c'est que cette translation va mélanger les populations et les cohérences. En d'autres termes, si vous calculez maintenant quel est l'élément de matrice diagonale, c'est-à-dire la probabilité d'avoir n photons dans l'état déplacé, l'application de cette formule vous dit que cette probabilité va être une combinaison linéaire de toutes les cohérences de l'état du champ initial.
Autrement dit, dans la probabilité d'avoir n photons pour le champ déplacé, vous avez une superposition linéaire de toutes les quantités inconnues que vous cherchez à déterminer. Donc on a un ensemble d'équations qui est d'autant plus... Vous avez autant d'équations que vous voulez, puisqu'il suffit de changer alpha et d'accumuler toutes les équations. Et ce que vous allez mesurer, c'est le membre de gauche ici. Vous allez obtenir des valeurs pour ρ alpha de nn. Et donc vous allez avoir un ensemble d'équations dont les membres de gauche sont déterminés expérimentalement. Et si vous êtes capable d'inverser ces équations, vous allez avoir les éléments non diagonaux. Autrement dit, les éléments non diagonaux s'obtiennent par une procédure d'inversion en résolvant un ensemble d'équations. Alors là, je vous ai donné simplement l'aspect théorique, qui est très simple en principe. Ça vous montre en tout cas une chose, c'est qu'il faut évidemment un grand nombre de copies. Et d'ailleurs, ça rappelle une fois de plus que le concept d'état quantique est un concept statistique. Ça n'a pas de sens de chercher à déterminer l'état d'un système si vous n'en avez qu'une copie. Il faut avoir un grand nombre de copies et manipuler ces copies en les translatant dans des directions différentes dans l'espace des phases, obtenir des informations sur les probabilités de nombre de photons dans les différentes copies, et vous servir de cette information en inversant un système d'équations linéaires. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça de la tomographie? Parce que c'est une méthode qui rappelle beaucoup la tomographie médicale, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience de tomographie médicale? Vous avez des rayons X, c'est-à-dire de la lumière, des ondes électromagnétiques, vous l'envoyez à travers un système matériel, un corps humain, par exemple, et vous mesurez dans différentes directions l'absorption des rayons X. C'est-à-dire que vous prenez l'ombre en rayons X de la distribution de matière que vous voulez observer, et vous obtenez donc un chiffre ici, qui est l'absorption dans cette direction, puis dans celle-là, puis dans celle-là, et ainsi de suite. Et ça vous donne donc une intensité en fonction de la direction. Et ensuite, toutes ces valeurs sont envoyées dans un ordinateur qui est capable de reconstituer la distribution de densité. Eh bien, nous faisons exactement l'inverse. On ne cherche pas à déterminer une distribution de densité de matière, on veut déterminer une fonction de Wigner ou des éléments de matrice d'un champ, et on le fait à l'aide de matière, c'est-à-dire qu'on a inversé le rôle de la matière et du rayonnement. On obtient une information sur le champ en envoyant des atomes dans la cavité, et l'équivalent de la rotation de la détection dans les rayons X, c'est la translation dans l'espace des phases. On change les translations et on obtient des informations sur les intensités des champs, et l'ensemble des informations sur les intensités des champs dans les directions translatées différentes vous donne tout opérateur densité, exactement comme ici. Les informations accumulées dans différentes directions vous donnent finalement la distribution de densité de matière à l'intérieur des corps qui sont traversés par les rayons X. Alors, dernier point un peu technique, comment est-ce qu'on représente l'opérateur densité du champ? Il y a différentes façons de le représenter suivant les bases. Par exemple, on peut développer l'opérateur densité sur la base des états de Fock. On l'écrit sous cette forme, et vous voyez qu'à ce moment-là, ce qui devient important, ce sont les différents éléments de matrice de ρ entre n et n', qu'on peut écrire sous cette forme. Mais on pourrait également représenter l'opérateur de densité sur une base continue, les états propres de A plus A croix. Dans le cas, si vous prenez l'analogie de l'oscillateur avec un oscillateur mécanique, A plus A croix, c'est X, c'est la position, donc c'est les états propres de position de l'oscillateur. Je les ai appelés X. Et de la même façon, on obtient maintenant ρ sous la forme d'une double intégrale continue avec des éléments de matrice ρxx'. Et les ρxx' sont déterminés à partir des ρnn'. C'est un simple changement de base que je vous ai écrit ici. Ce changement de base, il dépend des éléments de matrice xn, des intégrales de recouvrement xn et x'n' qui représentent les états de Fock dans la base des états x, et on sait que ce sont des polynômes de Hermite. Donc je vous ai donné ici, pas la peine de retenir ça, mais simplement pour vous montrer de façon explicite que les ρxx' sont reliés au ρnn' par une relation mathématique simple. Enfin, qu'est-ce que c'est que la fonction de Wigner? Bien, la fonction de Wigner, c'est une forme mathématique on prend un élément non diagonal dans la base x de ρ, et on en prend la transformée de Fourier par rapport à une variable u. C'est-à-dire qu'on prend le mélange de matrice de ρ entre x plus u sur 2, x moins i sur 2. C'est une fonction de x et de u. Et on en prend la transformée de Fourier par rapport à u, qui fait intervenir la variable conjuguée p, qui est une variable qui est l'équivalent qui est au point de vue dimension, à une impulsion. Donc on obtient une fonction de x et de p qu'on appelle la fonction de Wigner. Cette fonction de Wigner, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc c'est une transformée de Fourier d'éléments de matrice non diagonaux de l'opérateur densité dans la base de l'état x,
Et il est clair, avec les formules que j'ai écrites ici, que la représentation ρ dans la base des états de Fock, ρ dans la base des états x et w de x et de p sont absolument équivalentes. Il y a des formules mathématiques qui permettent de passer de l'un à l'autre. On aime bien la représentation en fonction de Wigner parce que pour un état cohérent, c'est la plus proche de la description classique. Pour un état cohérent, elle nous dit simplement, au lieu d'un point dans l'espace des phases, j'ai une gaussienne autour de ce point. Et dans le cas d'états non classiques, cette fonction de Wigner va présenter des franges, va présenter des interférences qui vont permettre de décrire l'aspect non classique du champ de façon très simple. Alors, je vous donne ici des fonctions de Wigner de quelques états purs du champ. Vous savez que la fonction de Wigner du vide, c'est une gaussienne centrée à l'origine de l'espace des phases. La fonction de Wigner d'un état cohérent, c'est un vide translaté, donc c'est simplement une même gaussienne, mais centrée en un point différent de l'espace des phases. La fonction de Wigner d'un état de Fock, ici j'ai pris l'état de Fock n égale 3, c'est une succession d'anneaux qui prennent des valeurs positives ou négatives centrées autour de l'origine. Centrées autour de l'origine, c'est parce que ce champ n'a aucune phase privilégiée. Donc, les états de Fock sont des états représentés comme ceci. Vous voyez qu'ils ont des valeurs négatives de la fonction de Wigner, ce qui manifeste leur caractère non classique. En quoi c'est non classique? Vous voyez, une propriété de la fonction de Wigner, c'est que si vous la projetez sur l'axe des x ou sur l'axe des p, vous allez avoir le carré de la fonction d'onde de l'oscillateur harmonique. Et cette fonction d'onde va présenter des oscillations. Vous savez bien que l'oscillateur harmonique, dans un puits de potentiel, c'est un polynôme de Hermite et qu'il y a des zéros. Et ces zéros, c'est des interférences. C'est une fonction d'onde qui manifeste des interférences. Et donc la fonction de Wigner, l'existence de franges dans la fonction de Wigner manifeste l'existence d'interférences quantiques dans le système et le caractère non classique du système. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un chat de Schrödinger? Dans le cas d'un cas pur, vous voyez que ça va être représenté par un opérateur de densité bêta plus moins bêta, bêta plus moins bêta, donc le ket et le bras. Et si vous développez, vous allez avoir 4 termes, les termes carrés et les termes non diagonaux. Et chacun de ces termes va être associé, le terme bêta bêta va être associé à une gaussienne, l'autre terme va être associé à la gaussienne opposée. Et puis, les termes non diagonaux sont les termes qui sont associés à la cohérence quantique, aux franges, à l'existence d'oscillations entre les pics cohérents. Et donc voilà, ça c'est de la théorie. Les valeurs négatives de W sont donc des signatures d'effets d'interférence quantique. Alors comment est-ce qu'on reconstruit expérimentalement un état cohérent? Eh bien, voilà l'exemple d'un état cohérent. On envoie des atomes donc, dans l'interféromètre. On commence par préparer un état cohérent dans la cavité. Et puis on le translate d'une quantité connue et on mesure avec beaucoup d'atomes la distribution de photons dans l'état translaté. Et on le fait avec des tas de translations. Et donc on a 2 injections, une pour préparer l'état, une pour le translater. Et lorsqu'on analyse ça, on voyait qu'on reconstruit l'opérateur de densité de l'état cohérent et avec les formules que je vous ai données tout à l'heure, la gaussienne qui représente cet état cohérent, la fonction de Wigner de cet état. Donc on reconstruit très facilement, on reconstruit de façon simple les états cohérents de cette façon. Rho et W. On peut également reconstruire des états de Fock. Alors, pour reconstruire un état de Fock, l'expérience se fait en 2 temps. Il faut d'abord en préparer un. Alors, la façon dont on prépare les états de Fock dans notre expérience, c'est par projection. C'est-à-dire qu'on met d'abord un état cohérent dans la cavité et on mesure son nombre de photons. Et au bout de quelques dizaines d'atomes, on projette dans un état de Fock. Et ensuite, on va translater cet état de Fock dans différentes directions, mesurer les probabilités de nombre de photons dans les états translatés et utiliser les formules mathématiques qui permettent de reconstruire la fonction de Wigner. Donc c'est un processus assez compliqué. Et vous voyez que c'est un processus qui également demande de faire des corrélations parce que la projection est aléatoire. On ne sait pas quel état de Fock on va trouver. Donc il faut classer dans des cases différentes les reconstructions associées à des nombres de Fock différents. Et vous voyez ici les nombres de Fock associés à 0, 1, 2, 3, 4 photons avec les anneaux positifs et négatifs. Alors là, j'ai été extrêmement rapide. En fait, il faut tenir compte de tas d'imperfections et on raffine cette reconstruction en utilisant des méthodes statistiques d'estimation d'état que j'ai décrites en détail dans le cours de l'année 2010-2011. Mais je ne reviens pas donc sur cet aspect classique qui est l'estimation d'état, comment servir au mieux possible de l'information qu'on obtient d'un système pour obtenir l'opérateur de densité ou la fonction de Wigner. Alors, dernier point, comment est-ce qu'on fait pour faire une expérience de chat? Eh bien, vous allez voir ici, en fonction du temps, ce qui se passe. Vous avez ici un diagramme temps-position
Et les lignes horizontales représentent des éléments fixes du montage. La zone de Ramsey R1 est ici, la zone de Ramsey R2 est ici. Entre les deux, vous avez la cavité. Ce sont des lignes horizontales, mais ces éléments ne bougent pas. Par contre, les atomes vont être représentés par des lignes obliques parce qu'ils se déplacent et donc la pente dépend de la vitesse. Tous les atomes ont la même vitesse, donc toutes ces lignes vont avoir la même pente. Comment est-ce qu'on fait une expérience? On commence par envoyer des atomes dans l'état G. Et ces atomes, ils servent à absorber dans la cavité le champ résiduel, parce que l'expérience, on va devoir répéter l'expérience un très grand nombre de fois, et donc au départ de chaque séquence, il faut vider la cavité. Donc on envoie des atomes qui absorbent le champ et le ramènent dans le vide. Une fois qu'on a fait ça, que la cavité est bien vide et propre, on translate le champ dans la cavité d'une quantité bêta, c'est-à-dire qu'on injecte un petit champ cohérent dans la cavité, et puis on envoie un atome qui subit l'interférométrie de Ramsey. On détecte l'atome dans E ou dans G, et donc on a préparé un chat, une superposition du champ dans deux états de phase opposées. Une fois qu'on a préparé ce chat, on le déplace d'une quantité moins alpha ou alpha, calibrée, et une fois qu'on a déplacé le chat, on va envoyer une série d'atomes dans la cavité, les uns derrière les autres, et mesurer à l'aide de cette série d'atomes, eh bien, de façon non destructive, la distribution du nombre de photons dans le champ déplacé. Alors pour ça, ça veut dire qu'il faut recommencer l'expérience de façon identique un très grand nombre de fois pour une valeur de alpha. Et puis une fois qu'on a obtenu cette distribution, on change alpha et on recommence. Bon, je vous passe les détails. Et après un temps très long, puisqu'il faut accumuler des milliers et des milliers de déplacements différents, d'expériences différentes, eh bien on obtient ce chat de Schrödinger expérimental dans lequel vous reconnaissez les deux composantes cohérentes et ici, en projection sur le plan de phase, les interférences. Donc le bleu représente en fausse couleur les valeurs négatives. Et ça, c'est un champ qui contient en moyenne 3,5 photons. Alors, on a reconstruit différents chats. Voilà des chats pairs avec 7,5 photons. La distance entre les deux composantes correspondant à 7,5 photons. Voilà un chat impair, et voilà la même chose avec 12 photons. Alors, quand je dis d'ici 12 photons, ce que je veux dire, c'est que si vous avez vos deux composantes, et si vous en translatez une dans le vide, l'autre aura 12 photons. Donc c'est la distance entre les deux composantes qui correspond à une différence de 12 photons. Et vous voyez en particulier ici que la phase des franges, là où vous avez quelque chose de positif en rouge, vous avez quelque chose de négatif en bleu ici, la phase des franges s'inverse suivant qu'on a un chat détecté avec l'atome détecté dans E ou dans G. Enfin, décohérence du chat vu dans ce point de vue. Le chat de Schrödinger, donc, c'est un système qui est différent du mélange statistique, puisqu'il a ces éléments non diagonaux. Et donc, j'ai représenté ici les fonctions de Wigner du chat et du mélange statistique, et la décohérence, c'est effectivement le passage de l'un à l'autre qui est très rapide. Et donc, l'idée, c'est est-ce qu'on peut observer la disparition de ces éléments non diagonaux, c'est-à-dire la disparition des franges dans la fonction de Wigner. Et en fait, on peut le faire et on peut observer de façon directe la décohérence. On recommence la même expérience avec des délais variables entre la préparation et la mesure, et on va reconstruire ainsi toute l'histoire du champ au cours du temps, c'est-à-dire vérifier expérimentalement la théorie que je vous ai exposée. D'ailleurs, je veux insister sur le fait que cette théorie, elle a été largement faite et popularisée au début des années 90 par Wojciech Zurek, qui a écrit en particulier un article que je vous recommande dans Physics Today, où il décrit la décohérence des chats de ce genre avec des modèles et des arguments qualitatifs très simples, et on s'est beaucoup inspiré, et ça a été une des motivations de nos expériences au début des années 90, d'essayer d'observer expérimentalement ces phénomènes. Alors je vous montre ici le film. Vous voyez au cours du temps comment les franges s'effacent pour un chat qui contient quelques photons. Vous avez au bout d'une vingtaine de millisecondes, alors que le temps de décroissance de la cavité est de 130 millisecondes, la cohérence quantique a quasiment disparu. Alors on a étudié ça de façon quantitative, et vous avez ici la décroissance exponentielle pour les chats pairs en rouge et les chats impairs en bleu du terme de cohérence quantique, c'est-à-dire de l'amplitude des franges dans la fonction de Wigner. On trouve un temps de décohérence expérimentale de 17 millisecondes. Lorsqu'on fait la théorie que je vous ai indiquée, qui est la théorie de Zurek,
on trouve 22 millisecondes. Donc il semble qu'il y ait un désaccord, mais en fait, le modèle théorique que je vous ai décrit est un modèle à 0 degré. La cavité est supposée infiniment froide. En fait, ce modèle peut être corrigé à température finie. À 0,8 degrés Kelvin, il y a un nombre de photons thermiques moyen qui est de l'ordre de 0,05. Et lorsqu'on corrige la théorie pour tenir compte des photons thermiques, on descend à 19 millisecondes, ce qui est compatible avec les résultats expérimentaux. Donc on vérifie bien cette théorie de la décohérence avec ce système. Je voulais également dire que les expériences qu'on a faites en 1996 et que je vous ai décrites au début de cette leçon, en fait, sont beaucoup plus simples parce qu'on peut les interpréter en disant que ce qu'on faisait alors, c'est qu'on cherchait simplement à déterminer un point de la fonction de Wigner à l'origine de l'espace des phases. Le signal de corrélation que je vous ai décrit tout à l'heure montre comment, lorsqu'on a préparé un chat, le point à l'origine de la fonction de Wigner sur lequel la cohérence quantique est la plus importante décroît au cours du temps. Et pour cela, on n'a besoin que de 2 atomes. Un atome pour préparer le chat et un deuxième pour acquérir une information sur la valeur de la fonction de Wigner en ce point. Et les expériences qu'on a faites ensuite nous ont permis donc de généraliser ça et d'obtenir une vision plus complète de décohérence. Donc je voudrais conclure maintenant, vous dire qu'on a décrit aujourd'hui des expériences qui manipulent la phase du champ pour préparer et reconstruire des états non classiques. Et on s'est basé dans ces expériences sur un couplage dispersif, un couplage non résonant entre les atomes et le champ. Je voudrais terminer simplement vous indiquer qu'on a également effectué des expériences de chat de Schrödinger de nature différente en exploitant l'interaction résonante entre des atomes et un champ électromagnétique cohérent. Je vous rappelle que si on couple un atome à un champ cohérent, si le champ est complètement classique, la probabilité et à résonance, la probabilité pour l'atome de passer de E à G va osciller entre E et G avec une fréquence qui est proportionnelle à l'amplitude du champ, c'est l'oscillation de Rabi. Si on effectue l'expérience dans un champ quantique qui a une dispersion du nombre de photons, on a différentes composantes dans l'oscillation de Rabi qui battent entre elles, et l'oscillation de Rabi présente ce qu'on appelle en anglais un collapse, c'est-à-dire une disparition des oscillations, une période donc de latence et puis une résurgence des oscillations après un délai lorsque toutes les composantes de Rabi se remettent en phase. Eh bien, ce phénomène observé sur les atomes a un corollaire sur le champ. Lorsque l'oscillation de Rabi s'effondre, le champ cohérent initial dans lequel l'oscillation de Rabi se produit se trouve décomposé en 2 composantes de phases différentes. Et lorsque les oscillations de Rabi réapparaissent, ces 2 composantes ont tourné dans le plan de phase et se sont recombinées. Et ceci est encore une conséquence du principe de complémentarité. Je vous avais indiqué dans la première leçon que l'oscillation de Rabi peut être vue comme une interférence quantique entre des amplitudes associées aux 2 états habillés, aux 2 états de l'atome, E plus G et E moins G essentiellement. Et cette interférence quantique, elle n'est visible que s'il n'y a pas d'information sur l'état dans lequel le système passe. Et en fait, le champ joue le rôle d'espion. Et en fait, lorsque le champ se split en 2 composantes, il y a dans le champ une information qui permet de savoir si on est dans un des états du système habillé ou dans l'autre, et ceci fait disparaître les interférences. Donc le collapse et la renaissance des oscillations de Rabi est associé à l'apparition et à la disparition de chats de Schrödinger dans l'état du champ. Et ces chats de Schrödinger, on les a étudiés en détail, et en fait, ils sont plus faciles à produire. On produit des chats plus intenses, avec plus de photons, de façon résonante que de façon dispersive. Et je n'ai pas le temps de vous décrire ça. Je vous donne simplement les références. Et en particulier, on a une description complète de tous ces problèmes dans la référence, dans le livre que j'ai écrit avec Jean-Michel Raymond, où on décrit en détail la théorie et les expériences sur les chats de Schrödinger dans la première version. On n'avait pas encore à cette époque-là les reconstructions complètes de fonctions de Wigner. Donc j'ai terminé au cours des 5 leçons que j'ai faites jusqu'à maintenant une espèce de panorama des différentes expériences qu'on a réalisées à l'ENS au cours des 30 dernières années en électrodynamique quantique en cavité. Donc des expériences qui ont démarré avec des cavités de faibles facteurs de surtension dans lesquelles l'idée était de modifier les propriétés radiatives des atomes jusqu'à des cavités de très grands facteurs de surtension dans lesquelles l'idée était de manipuler des systèmes quantiques isolés de façon de plus en plus précise. Dans la dernière leçon, donc mardi prochain, j'analyserai
les similitudes entre ces expériences et d'autres expériences de contrôle de systèmes quantiques isolés. En particulier, la première partie, je montrerai comment les expériences sur les ions piégés, en particulier les expériences qu'a faites Dave Wineland au NIST, présentent de très grandes analogies avec les nôtres. En fait, on exploite le même Hamiltonien, mais on le regarde sous deux aspects différents. Et ils ont effectué des expériences de chat, des expériences de reconstruction d'état, des expériences de complémentarité très voisines de celles dont je vous ai parlé aujourd'hui, des expériences de porte quantique. Et puis dans la deuxième partie, je ferai le lien avec l'électrodynamique des circuits, lien qui va être fait d'ailleurs dans le séminaire que vous allez avoir tout à l'heure, dans une dizaine de minutes. Donc je vais m'arrêter là, et donc je vous rappelle qu'à 11h, Andreas Wallraff va nous parler de électrodynamique quantique en cavité en physique des circuits Josephson. Merci.